Bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une rencontre particulière sur la thématique des jus de légumes. On a la joie aujourd'hui donc de retrouver Bernard Lorbert qui travaille donc au Jardin du Cep et qui va nous expliquer un peu plus ce qu'il a fait et ce qu'il souhaite faire avec la production de jus de légumes crus. Donc Bernard, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette production, dans cette aventure? Bonjour Vincent, donc oui Bernard des Jardins du Cep. Donc nous sommes intéressés aux jus de légumes dans les années 2014-2015 d'abord, en suivant des vidéos de naturopathes qui évoquaient la puissance au niveau santé de ces jus. Et c'est donc l'effet positif combiné à comment dire, à cette expérience un peu pénible et chronophage de faire des jus qui nous a donné l'idée de se dire, eh bien, si on faisait des jus en grande quantité, de sorte que les gens qui n'ont pas accès d'une part à des légumes avec des bons contenus nutritifs, des gens qui n'ont pas le temps de se faire des jus, eh bien, ils pourraient ainsi avoir accès à un jus à fort potentiel nutritif. D'accord, donc après vous avez donc différents jus. Comment vous avez travaillé un peu les différentes recettes, d'où est-ce que ça vient? Et là, on s'est inspiré des travaux des précurseurs. Alors, il y a deux précurseurs sur les jus de légumes qui ont des choses en commun. D'un côté, un Autrichien, un naturopathe autrichien, c'est Rudolf Preuss, avec sa fameuse cure anti-cancer. Il est assez Mhm. connu pour ça, avec la combinaison jeûne jus de légumes. Et puis un Américain, Norman Walker, ils ont en commun tous les deux d'être nés à la fin du 19e siècle, d'être morts un siècle après, donc ils avaient tous les deux quasiment 100 ans quand ils sont morts. Et tous les deux ont été malades dans la vingtaine. Ce sont des gens qui ont, à l'époque, ont commencé à travailler très jeunes. Norman Walker s'est surmené et dans la vingtaine, il était gravement malade. Et donc quelqu'un l'a aiguillé sur la question des jus de légumes. Et donc il a bu des jus de légumes, ce qui était à l'époque un petit peu... Alors c'est pas révolutionnaire, parce que d'un autre côté on voit que Breuss en Autriche faisait pareil. Donc ça existait déjà, sauf que les systèmes d'extraction n'étaient pas aussi bien ficelés qu'aujourd'hui. Et donc Norman Walker s'est guéri grâce au jus de légumes. Et comme Breuss d'ailleurs, tous les deux. Mhm. Et ça les a tellement séduits qu'ils ont voulu continuer leur démarche et qu'ils ont tous les deux étudié la question de l'apport des jus de légumes et de faire des équivalences ou des correspondances entre des carences et des jus. Quels jus peuvent répondre à quelles carences? Walker est allé plus loin, quels jus peuvent répondre à quelle pathologie? Disons que Norman Walker a peut-être une démarche plus scientifique dans la mesure où il avait peut-être plus de moyens pour faire des analyses. C'est comme le premier à avoir analysé tous les légumes et tous les fruits par rapport aux minéraux et aux vitamines. Ah oui. Et ensuite avoir vraiment fait des études très poussées pour essayer de combiner ces légumes et ces fruits pour répondre à des terrains ou à des pathologies un peu plus précises. Alors, ces travaux, une partie en a été traduite en français et vous pouvez les trouver dans un bouquin qui s'appelle Des jus de légumes et fruits crus. Et donc ça a été un petit peu notre base de travail qui nous a permis de discriminer déjà les légumes. Avec quels légumes allons-nous travailler? Et en fait, en étudiant de près les tableaux d'analyse, on s'est rendu compte en fait qu'il y a à peu près 7-8 légumes qui sont vraiment très intéressants en termes de contenu nutritif, que ce soit en vitamines ou en minéraux, et c'est ce qu'on a retenu. Donc globalement, c'est carottes, betteraves, c'est céleri, épinards, concombres, tomates, dans un jus commercialisé,
Il y a les curcuma, le gingembre, il y a dans les fruits, c'est citron, c'est les agrumes, c'est la pomme. Et voilà. Et donc l'idée c'est de travailler avec les légumes les plus intéressants, les plus riches nutritivement, et de ne pas multiplier la palette indéfiniment parce que ça complexifie énormément le process et ça le rend d'autant plus coûteux. Parce que faire des jus de légumes c'est une chose, on sait d'emblée que c'est un produit plutôt premium, un produit plutôt haut de gamme qui suppose beaucoup de temps et donc produit assez cher. Et donc, comment faire pour le rendre accessible? Comment démocratiser le jus de légumes? Ça a vraiment été une question pour nous en concevant les recettes. Voilà. Et donc, pour résumer, en fait, voilà, on s'est basé sur ces travaux de Norman Walker. On a discriminé les légumes et puis ensuite, on a créé les recettes. Et dans les recettes, on avait un cahier de charge assez précis parce que l'aspect organoleptique est vraiment déterminant. Même si s'il n'est pas forcément déterminant par rapport à l'efficacité recherchée, mais dans notre cadre à nous, de producteurs, c'est déterminant. Ensuite, évidemment, il y a l'équilibre du contenu nutritif. On se rend compte que vaut mieux faire peu de recettes qui soient vraiment efficaces et abordables, et donc efficaces organoleptiques, au niveau organoleptique, au niveau contenu nutritif. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose 3 recettes de façon habituelle toute l'année. Et avec donc 2 recettes qui sont des recettes de couleur, je dirais, avec carottes, betteraves. Et puis une recette qui est une recette verte, avec des légumes feuilles, qui sont donc vraiment portés sur les minéraux, là où les jus de couleur sont plus portés sur les vitamines. D'accord, donc dis-nous-en un peu plus là sur tout ce qui est micronutriments, parce que comment vous les avez mesurés, comment vous les distinguez, comment est-ce que tous ces micronutriments peuvent être vraiment disponibles derrière en termes santé, par rapport à des compléments alimentaires aussi peut-être? Ça, effectivement, oui, c'est la grande question. Alors, déjà pour distinguer entre les micro et les macronutriments, les macronutriments, c'est l'énergie qu'on donne au corps. Donc, lipides, glucides, protéines. T'as ta voiture, tu mets l'essence dans le réservoir, c'est ce qui va faire tourner le moteur. C'est l'énergie. Micronutriments, ce sont ces apports qui vont favoriser le travail métabolique des cellules. Et dans une voiture, c'est la graisse et l'huile que tu mets un petit peu partout pour que ça tourne bien et que les différents organes qui sont fonctionnels ne brûlent pas. Et donc, les micronutriments vont favoriser le travail métabolique et vont permettre aux cellules de mieux absorber l'énergie et de mieux rejeter tout ce qu'elles doivent rejeter, les toxines. Et on est dans une alimentation moderne qui est carencée en micronutriments, justement à cause de la stérilisation généralisée de tous les produits transformés. Mmh. On peut en parler tout à l'heure. Et donc, ce qui fait que, comme on a un apport énorme, vraiment très important en macronutriments, énormément de glucides, hein, c'est quand même l'alimentation moderne est une alimentation sucrée. On en mange beaucoup de féculents, on mange beaucoup de céréales ou de produits à base de céréales, sans parler de tout ce qui est sucre raffiné. Et si en face les micronutriments sont déficients, eh bien ça entraîne assez systématiquement un déséquilibre. Donc le travail métabolique des cellules ne se fait pas et ça conduit donc à une obésité et derrière à toutes sortes de maladies. Alors, la présence des micronutriments dans les légumes, bon ça c'est... on n'a pas besoin de faire d'analyse pour ça, toutes les analyses qui ont été faites sont là pour nous démontrer que ce sont les légumes et les fruits qui sont les principaux vecteurs des micronutriments. Après la question est plutôt, est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on en a vraiment beaucoup? Est-ce qu'on arrive à les assimiler? Et quelle part arrive-t-on à assimiler? Voilà. C'est la grosse question, ça. Voilà, c'est là la grosse question. Mais c'est la seule publicité qui me semble aujourd'hui, fondée sur la santé et non pas sur
un capitalisme débridé, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. C'est une réalité effectivement qu'il faut cette diversité de légumes et de fruits pour assurer un apport suffisant en micronutriments. Et d'ailleurs, cette diversité est importante dans les jus. C'est la raison pour laquelle dans nos recettes, il n'y a pas de mono-jus. Je vais pas faire une recette, un jus de betterave par exemple. Un jus de betterave pur, c'est une absurdité diététique. Pourquoi? Parce que on sait que les analyses le montrent, et c'est là le travail de Norman Walker, qui nous dit que c'est extrêmement riche en sodium et en calcium. Et que d'ailleurs pour digérer le calcium, il faut 5 fois plus de sodium. Et lorsque cette charge minérale arrive sur le foie, il dit ah, là c'est too much, je ne sais pas quoi en faire. Et donc ce qui fait que tu prends un jus de betterave pur, chez un certain nombre de personnes, ça peut entraîner un malaise. Surtout des personnes qui n'ont pas l'habitude de manger autant, de recevoir des charges minérales aussi importantes. Et Norman Walker dit par exemple qu'il ne faut pas plus de 30% de jus de betterave dans un jus de légumes. Voilà, donc cet équilibre des recettes est vraiment très important. Et donc pas de mono-jus. Tu évoquais la question du jus de céleri. C'est un petit peu le même phénomène qui est très riche aussi en minéraux. Un des inconvénients aussi des monojus, c'est que la part de micronutriments, ou du moins comme il y a un focus en général de micronutriments dans chaque légume, sauf la carotte, il y a donc une grosse quantité de magnésium, une grosse quantité de calcium, une grosse quantité de vitamine B2, etc. Ça empêche d'avoir de la diversité. Or, on sait aujourd'hui que les micronutriments ont beaucoup de peine à passer la barrière intestinale. Autant les macros, ils y arrivent assez facilement, curieusement, mais les micros ont plus de peine, et c'est pour ça qu'il faut un bouquet de micronutriments. Plus il y en a, en diversité, plus facilement ils vont passer la barrière intestinale. Et de là, l'intérêt de faire des recettes qui soient des combinaisons de jus, donc de légumes différents, pour augmenter la palette. Le seul légume qui fasse exception, c'est la carotte. La carotte contient à peu près la plupart des vitamines. Elle contient pas mal de minéraux à des quantités assez basses, mais on a un peu de tout. Il n'y a pas de pointe, il n'y a pas d'excès, tout est bien équilibré. Et ce qui explique pourquoi la carotte est le légume qu'on donne aux enfants, aux bébés, au sevrage. C'est le premier légume qu'on va donner à un enfant. Et Norman Walker dit d'ailleurs que le jus de carotte est sans doute le breuvage qui est le plus proche du lait maternel, en termes de contenu nutritif toujours. D'accord, et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur tous les effets santé de ces micronutriments, qu'est-ce que ça amène, et puis peut-être souligner des travaux scientifiques à ce sujet. Alors, oui, effectivement, les micronutriments, si vous voulez des travaux un peu plus scientifiques ou des retours d'expérience, donc Norman Walker en cite pas mal, hein, je vous invite à lire son livre. Breuss aussi, parce qu'il a quand même soigné pendant des décennies des gens qui avaient des cancers. Et il a réussi à les guérir grâce au jeûne et au jus de légumes. Donc en fait, en mettant l'organisme en repos et en lui donnant tous les micronutriments dont il a besoin pour faire le travail métabolique, pour évacuer l'ensemble des toxines. Alors le premier effet des jus de légumes est un effet détoxifiant. En fait, tu n'as pas besoin de regarder si sur la bouteille il y a marqué détox ou pas détox. Tout jus de légumes a comme premier effet la détoxification. D'accord. Et pourquoi? Parce que en donnant aux cellules des micronutriments de façon importante, elles vont enfin pouvoir bosser. Et la première chose qu'attend l'organisme, c'est de pouvoir éliminer, parce qu'habituellement, il n'arrive pas à éliminer suffisamment. Et ce n'est pas une question nécessairement d'obésité ou pas.
hein, tu peux être nègre comme toi ou moi, et on accumule quand même des toxines, et notre organisme a besoin de se libérer de cela pour améliorer son fonctionnement. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier effet, la détoxification. Et ensuite, il y a l'apport vitaminé qui, lui, va effectivement jouer sur, à différents organes de mieux travailler et donc de retrouver en fait une espèce de regain de santé, de vitalité voilà, qui s'exprime ainsi. Disons, ce sont les deux effets, je dirais, les plus palpables, où beaucoup peuvent faire l'expérience. On a fait l'expérience sur des personnes, puisqu'on a fait goûter nos jus à déjà pas mal de personnes. Et on a régulièrement des retours. Donc un autre exemple qui est relativement classique, on a fait boire un jus à une personne qui est obèse et qui a bu donc un verre de jus, et en fait elle s'est sentie mal. Elle s'est sentie mal, et donc elle a plutôt rejeté le produit en disant ouais, c'est pas fait pour moi, etc. La réalité c'est que elle, son organisme visiblement n'a pas l'habitude de recevoir une telle charge de micronutriments, et donc ce qui fait que on a ce phénomène du foie qui est un peu paniqué face à ce qui lui arrive. Donc il n'y a pas de risque, hein, mais c'est simplement qu'il y a une indisposition. Mhm. Et dans ces cas-là, il suffit simplement de mieux doser, hein, de partir sur des doses assez petites et puis de progresser petit à petit. Parce que ce qu'il faut, c'est redonner l'habitude, genre de remettre en route le système métabolique, quoi. Mhm. Et ça se fait progressivement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un effet quasiment immédiat. Et donc ça ne laisse pas l'organisme indifférent. Après, il y a vraiment les terrains, on est tous très différents, les terrains sont différents, mais il y a des effets qui ne sont pas forcément immédiats, mais qui sont plus à long terme, hein. Je prends l'exemple d'une personne qui est un gros consommateur de jus, et qui a habituellement des reflux gastriques, et qui, grâce au jus, se sent mieux, n'a plus ces effets-là. Et lorsque, pendant une période, il n'a pas de jus, il m'appelle pour dire hey, j'ai besoin de ma ration. Donc en fait, où on se rend compte, alors c'est vrai que c'est une personne qui n'est plus, qui n'est pas âgée, mais qui est plutôt jeune, enfin voilà, dans la soixantaine. Et c'est vrai qu'il y a des paliers dans la vie, et la cinquantaine, soixantaine, on a moins de résilience, et l'organisme va manifester plus rapidement certains déséquilibres, et c'est là où les jus peuvent compenser aussi assez facilement ces petits déséquilibres qui se manifestent. Ok, et, donc là on a bien parlé de tout ce qui est santé. Si on revient un petit peu sur tout ce qui est conservation de ces jus, puisque là il y a un délai d'envoi, il y a un délai de réception, et on a envie de conserver toutes les qualités micronutritionnelles du jus quelques jours, voire quelques semaines après l'achat du jus, ou quand on transforme à la maison, ben c'est la même chose, on veut le garder pour plusieurs jours parce que c'est long à tout mettre en place. Comment est-ce qu'on se prémunit de cette décroissance, de cette perte peut-être de vitamines par exemple dans le temps? Alors, on va parler de la conservation effectivement, et en fait, il est vrai que le jus, une fois qu'il est extrait, est dans une situation instable. Parce que les fibres sont là en soi pour stabiliser le contenu du légume. Les fibres, en fait, tu prends une bouteille, hein, c'est la bouteille, et le jus, c'est ce qu'il y a dedans. La fibre permet de faire durer dans le temps et de transporter dans l'espace ce contenu. Et une fois que le jus est extrait, il est dans une situation instable, et pour le garder, il faut le stabiliser. Alors pour le stabiliser, il y a deux conditions. Il y a le froid, la température, qui va permettre déjà de stabiliser, c'est-à-dire il faut éviter le démarrage de l'activité bactériologique. Or, on sait que la température de confort des bactéries, c'est à partir de 10 degrés. Donc tant qu'on est en dessous et qu'on le maintient plutôt aux alentours de 4, on sait que l'activité bactériologique ne pourra pas démarrer, ou du moins va se faire très très lentement. Après, il y a la question du pH.
qui est aussi déterminante. Un légume, par définition, il est là pour basifier. Et donc, on est dans des pH relativement élevés. Et si on veut conserver, on sait aujourd'hui, avec tous les travaux qui ont été faits, qu'il faut être à un pH plutôt autour de 4. Et donc, comment baisser le pH? Comment baisser naturellement le pH du jus? C'est relativement simple. C'est là l'intérêt de recette, c'est de rajouter des éléments qui ont un pH bas. On appelle ça des fruits. Et c'est la raison pour laquelle on travaille avec le citron, on travaille avec l'orange, la pomme. Donc citron, on est sur un pH de 2,5, l'orange à 3,5, la pomme à 3,5 aussi. Donc ça permet de baisser de façon notable et de ramener un jus de légumes ainsi aux alentours de 4. Et donc là, dans un milieu qui est acido-basique, on arrive à une certaine stabilité. Donc aujourd'hui, pour des jus qui ne sont pas sucrés, alors je pense au jus vert, parce que dans les légumes feuilles, il n'y a pas de sucre, quasiment pas, on arrive à une DLC qui est relativement longue, on arrive à 1 mois de DLC. D'accord. Donc associé à la pomme au citron. Donc, pomme et citron ont l'avantage d'avoir aussi un apport organoleptique intéressant, et dans les côtés vraiment très riches d'un jus de légumes verts. Parce qu'un jus de légumes verts tout seul, ça a du mal à passer. Et voilà, donc en fait on a les deux avantages, et organoleptique et de conservation, grâce à cette part de jus de fruits, sachant que globalement dans nos recettes on est à 80% de jus de légumes et 20% de fruits. Donc c'est essentiellement, donc, comme je vous disais, pomme, citron et un peu d'orange. Sur un jus qui est un peu plus sucré, je prends le jus de carotte. Donc là, on a carotte, orange, citron. On est sur 3 semaines de DLC. Et sur un jus encore un peu plus sucré, tu rajoutes la betterave. Carotte, betterave, comme citron, on est sur 2 semaines de DLC. Le sucre, il fermente derrière. Oui, voilà, effectivement, le sucre va produire une activité bactériologique, donc fermentation. Alors quand le jus se met à fermenter, donc on regarde le bib ou la bouteille, on se dit ah tiens, on a passé la date, c'est mauvais, je jette. Non, pas forcément. La question c'est, est-ce qu'il y a eu démarrage d'activité bactériologique ou pas? Est-ce qu'il y a eu fermentation ou pas? Et là, en fait, c'est le palais qui va parler. Dans une première phase, on est dans un jus lactofermenté, et la deuxième phase, on passe très rapidement à la fermentation acétique, on tend vers le vinaigre. Parce que fermentation alcoolique, il n'y en a pas, parce qu'il y a trop peu de sucre en fait pour vraiment faire une fermentation alcoolique. Donc jus lactofermenté, puis hop, jus fermentation acétique. Et donc cette phase de jus lacto, c'est le palais qui parle. Il y en a qui, ça les gêne pas plus que ça. Donc on est finalement quand même sur des DSC qui sont assez acceptables et qui permettent ainsi de le commercialiser, de le vendre, de l'envoyer à travers la France. La question c'est, il y a une petite légende urbaine qui dit que quand tu as un jus de légumes, il faut le boire rapidement parce que au bout de quelques heures, les vitamines ont disparu. Alors, c'est assez drôle là, parce que il y a un petit goût de baguette magique qui fait que hop, les vitamines ont disparu. Donc si on dit que les vitamines ont disparu, ça veut dire qu'il y a eu une transformation dans le jus. Pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait activité bactériologique. Ou des fois c'est photosensibilité dont on entend parler, quoi. Une sensibilité à la lumière qui viendrait dégrader des vitamines, oui, des choses comme ça. Oui, effectivement. D'où l'intérêt justement de le garder donc au froid et puis dans le noir. Dans le noir. Les bibs sont... voilà. Dans les bibs, en fait, il est bien gardé. Donc les bibs, c'est des pochons là, d'1,5 litre. L'intérêt de ce contenant, c'est que la poche se rétracte à l'intérieur, donc il n'y a pas d'accès d'oxygène, d'air dedans. Donc il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de notion de bouteille ouverte. Tu enlèves ça, tu ouvres, tu soutires, l'air ne rentre pas, donc la bouteille ne s'ouvre pas en quelque sorte. Pas d'oxydation, c'est à l'abri de la lumière. Donc effectivement, là, on a une excellente préservation avec ce système-là. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'activité bactériologique, il n'y a pas vraiment de transformation profonde qui ferait qu'il y aurait un changement, du moins de façon aussi rapide au bout de quelques heures, quoi. Changement il y a, c'est un produit vivant, mais qui va évoluer au fil des jours.
Et on sent qu'au bout d'une semaine, le goût n'est plus exactement le même que le jour du pressage. Ça reste très bon, mais c'est pas pareil. Et pareil au bout de 2 semaines. Donc il y a une évolution du produit. Pourquoi? Parce que la fermentation commence petit à petit. Mais c'est pas parce qu'il y a une fermentation qui se fait petit à petit qu'il y a une dégradation totale du produit, quoi. On est dans une dégradation qui est très lente et qui permet quand même d'absorber pas mal de micronutriments entre deux, quoi. Alors sur le marché, on trouve pas mal de jus plutôt pasteurisés. Ouais. Quelle est la distinction qu'il y a réellement entre le jus non pasteurisé que vous travaillez et puis les jus qu'on retrouve plus classiquement dans les supermarchés avec des DLC de quasi une année ou plus? Oui, c'est ça, ouais, effectivement, ouais. Alors pourquoi ne pas pasteuriser? Alors, je pourrais tourner la question dans l'autre sens. Pourquoi on pasteurise? En fait, on pasteurise pour des raisons de confort. La pasteurisation, la stérilisation est un procédé qui s'est imposé, qui s'est généralisé après la guerre. À partir du moment où on avait l'énergie suffisante en grande quantité pour tuer l'aliment. Et c'est ça en fait, quand on regarde avec un regard un peu désaffecté, un peu de se dire c'est quand même dommage d'employer autant d'énergie pour tuer l'essentiel de l'aliment, à savoir son contenu nutritif. Bon, en même temps, alors je ne suis pas un ayatollah du crudivorisme, hein, donc je ne vais pas dire qu'il faut manger que cru. C'est vrai que les produits pasteurisés, c'est quand même, faut dire, c'est pratique et c'est bien de temps en temps pouvoir sortir. Ça simplifie la vie parfois. Sauf qu'en fait, on ne peut pas faire que ça. La généralisation abusive de la pasteurisation a entraîné une surconsommation d'aliments morts. D'aliments où l'organisme ne va pas reconnaître les micronutriments qui sont dans l'aliment. Parce qu'en fait, si tu prends un jus cru, un jus pasteurisé, et que tu fais une analyse, tu vas trouver à peu de choses près, à peu près les mêmes contenus en micronutriments. Il n'y a pas une différence fondamentale. Sur la partie minérale, d'autant plus, peut-être. Voilà, surtout sur les minéraux. Et pourquoi? Parce que la pasteurisation ne tue pas directement les micronutriments, elle va annihiler la couche enzymatique, les enzymes. On sait que les enzymes, elles se mettent à souffrir à partir de 42 degrés et à 55, la couche enzymatique est morte. Or, c'est la couche enzymatique qui est un petit peu le catalyseur de la vie, qui permet aux micronutriments d'être bioassimilables et reconnaissables par l'organisme. Et ce qui fait qu'une fois les enzymes mortes, ce qui avant était une solution, les micronutriments étaient une solution, après ils deviennent un problème. L'organisme, ne les reconnaissant pas, il va les évacuer. Alors quand tu as un bon métabolisme, hein, tu es maigre comme tu es, tu évacues facilement. Mais quand le métabolisme ne fonctionne pas bien, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accumuler, il va mettre ça surtout les minéraux, il va les mettre dans les coins et les recoins. Hein, ça donne de l'arthrose, arthrite, ça donne des hémorroïdes, etc. À un moment donné, tout ça se manifeste. Et donc oui, c'est plus un problème, cette surconsommation d'aliments pasteurisés. Et donc, c'est la grande différence en fait entre un jus cru et un jus pasteurisé. Et c'est pour ça que on en reste à ce jus cru, même si ça a beaucoup de conditions, ça rend beaucoup plus difficile la commercialisation, etc. Mais tout l'intérêt est dans le fait d'avoir des micronutriments directement bioassimilables. Si on revient sur la qualité un peu nutritionnelle, on parlera des analyses après, mais est-ce que notre palais il permet de reconnaître un jus qui est dense nutritionnellement parlant? Est-ce qu'on arrive à reconnaître ça? Quel est le lien entre la qualité gustative et la qualité nutritionnelle? Il y a des effets, et s'il y a des effets, c'est qu'il y a une cause. Je vais prendre l'exemple cet exemple-là. Tu prends un légume et il a du goût. Tu prends une carotte et tu dis ah ça a du goût. Tu prends une autre carotte qui vient de la grande distrie ou qui a poussé dans un sol mort, tu dis ouais ça n'a pas de goût ce truc.
Donc on fait déjà des dégustations comme ça, ce que vous avez fait dans le réseau Maraîchage Sol Vivant. Vous avez quand même, je crois, accumulé plus de 2000 données d'expérience de dégustation à l'aveugle sur carottes et tomates. Je crois. Voilà, que le produit en l'état, quoi, en dégustation crue, carottes, tomates, fraîches, Effectivement. pas de jus. Et on peut, alors, il y a une démarche qui a quelque chose de scientifique quand même si c'est pas démontré pour l'instant à coup d'analyse, mais on peut quand même faire un lien de causalité entre un légume qui a du goût, et on s'aperçoit, tiens, il a poussé dans un sol vivant, un légume qui n'a pas de goût, tiens, il a poussé dans la laine de roche. Donc ce lien-là, il est fait quasiment universellement sur la tomate, par exemple. Tout le monde fait le lien, de dire, c'est très clair. plein de tomates n'ont pas de goût, oui, quand ça pousse dans la laine de roche, tu as l'aspect, tu as la quantité, mais tu n'as pas la qualité, tu n'as pas le goût. Et donc le lien se fait quand même entre la qualité organoleptique et le contenu nutritif, parce que s'il y a une perception, la perception que nous avons du goût est quand même liée à ce qu'il y a de plus intime au produit. Ce qu'il y a de plus intime, c'est pas les fibres. Ce qu'il y a de plus intime, c'est le jus. Oui. Et donc, pour moi, le lien est assez évident entre la qualité organoleptique et la qualité nutritive. Alors tu me diras, bon, tout ça, va falloir quand même après le démontrer à coup d'appareil, de machine et d'analyse. Mais ce lien, en fait, il est dans la nature, on voit bien un légume qui a du goût, il vient d'un sol vivant. Un sol vivant, c'est quoi? C'est un sol qui est riche en minéraux, précisément. C'est un sol dans lequel la plante a trouvé l'ensemble des minéraux sans faire d'apport exogène de minéraux ou d'azote. Et donc, cette richesse minérale du sol va se retrouver dans la plante et va se retrouver dans le fruit, dans le légume. Qui dit richesse organoleptique, dit richesse minérale, dit richesse du contenu nutritif. Effectivement, on peut évoquer cet exemple du jus d'orange, quand on le presse et qu'on le boit directement, qui a vraiment une richesse en termes de saveur, qu'on ne retrouve pas dans un jus d'orange de grande distribution. Bon, après, effectivement, tout ça, c'est des mélanges, et on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais admettons qu'on prenne un jus d'orange qui soit un vrai jus d'orange pressé, un jus pur, mais pasteurisé. Effectivement, on se rend compte que ça n'a pas du tout le même goût, on se rend compte que la pasteurisation a vraiment un effet corrosif sur le produit, de telle sorte que c'est même perceptible de façon immédiate au goût. Qu'est-ce que vous projetez est-ce que vous avez déjà fait des analyses? Est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez aborder ce sujet? Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse pour la simple raison que envoyer quelques jus à un labo, les grands labos là, sur le marché, et recevoir en retour des résultats sur les minéraux, sur les vitamines, ça a relativement peu d'intérêt. Pourquoi? Parce que le résultat, il sera proche de ce qu'on peut trouver dans d'autres jus. Peut-être un peu au-delà, un peu supérieur, ou peut-être parfois beaucoup supérieur, ok. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est quelle part de ces jus-là mon organisme va assimiler. C'est ça la question. Parce qu'un jus pasteurisé, comme je te disais, tu l'analyses, tu vas encore trouver des micronutriments. Oui. Sauf que tu es sûr que rien de cela ne sera assimilé. C'est plus assimilable, parce que l'organisme ne pourra plus reconnaître. Et donc toute la question réside dans la bioassimilation. Et ça, un labo aujourd'hui n'est pas capable de le mesurer. Et c'est là où je pense que l'avancée technologique va permettre maintenant d'être un petit peu plus précis sur cette question-là. Donc là, on est en train de monter un programme d'analyse sur la bioassimilation des micronutriments.
Oui, parce qu'il y a des protocoles qui existent, qui ne sont pas très connus, qui sont plus complexes et plus compliqués que l'analyse simple minérale, le minéraux-totaux, mais les analyses de biodisponibilité. Donc, vous allez faire ça comment avec Donc on espère là en 2025 enfin pouvoir faire des analyses de biodisponibilité des micronutriments. Et on parle d'allégations santé sur des produits Voilà. qui sont capables de, qui certifient des apports précis. Donc c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous allez faire. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait parce que, bon, n'ayant pas fait les analyses, n'ayant pas non plus, pour l'instant, la compétence professionnelle pour se permettre de faire des allégations santé, on a évité de le faire. Mais là, dans le cadre des analyses en question, derrière, oui, il va y avoir une lecture santé qui va être faite par des personnes compétentes. Mhm. Pour pouvoir, le but c'est quand même d'arriver à faire des allégations santé, de savoir un peu plus précisément quels peuvent être les effets bénéfiques de telle recette et de telle recette, avec aussi dans le programme, il y a tout un pan d'amélioration des recettes. Donc pour l'instant, nous on a fait cette discrimination des légumes en fonction, enfin sur la base des travaux de Norman Walker, mais je pense qu'on peut encore améliorer les choses, essayer de travailler peut-être aussi avec des super aliments, entre guillemets, rajouter voilà, des curcuma, des gingembre, des spirulines, enfin des choses Et oui, rajouter les. d'autres aliments qui pourront encore augmenter cet apport, voir après est-ce que c'est vraiment nécessaire, qu'est-ce que ça apporte réellement. Enfin voilà, donc là il y a tout un programme qu'on est en train de mettre en place pour affiner nos recettes et aboutir à des allégations santé qui soient précises et puis aussi correspondre un petit peu plus au terrain des uns et des autres parce que sur certains jus, peut-être que des gens qui sont très sensibles au niveau glycémique, il y a peut-être trop d'apport de sucre, même s'il n'y a que 20% de fruits, peut-être que c'est déjà de trop pour ces gens-là. Et donc pouvoir affiner cet aspect, donc dans les analyses aussi, il va y avoir une analyse de la glycémie et pouvoir déterminer jusqu'où on peut aller en apport de fruits sans dépasser un seuil de glycémie, quoi. Voilà, il y a cet aspect aussi. Est-ce qu'on peut penser et rêver d'études de cohorte sur population Ça, ce serait le top, ce serait le rêve, effectivement, d'en arriver à ça. C'est pas exclu, parce que les analyses vont se faire dans le cadre d'un hôpital qui est une pédiatrie, où il y a des femmes enceintes et des enfants. Mhm. L'idée est là, pour l'instant, il n'y a pas de programme précis, mais tant que le premier n'a pas eu lieu, on peut pas aller plus loin, mais la possibilité serait là, dans le cadre de cet hôpital, de réaliser derrière des études de cohorte. On a pas mal. Bon, c'est tout ce qui est nutritionnel. Est-ce que tu as des choses à ajouter pour terminer? Mais en conclusion, je pense que l'essentiel est, je ne vais pas dire d'ordre philosophique, mais c'est de remonter un petit peu au principe. Qu'est-ce qui entretient la vie en nous? Eh bien, c'est le vivant en fait. On ne peut pas entretenir le vivant avec des aliments morts. Il n'y a que la vie qui puisse entretenir la vie en nous. Qu'on a peut-être tendance à oublier. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile, c'est tellement confortable de taper dans le placard quand on en a envie et de prendre un aliment qui est là depuis des jours, des semaines et des mois. Et que c'est vrai que c'est plus contraignant de se dire je vais me focaliser sur des aliments vivants. Ça demande effectivement plus de conditions pour bien faire les choses. Mais c'est assez significatif en fait de tout ce développement d'après-guerre où on a comment dire, généralisé la stérilisation. Et qui dit stérilisation, stériliser dit tuer, c'est la mort, la stérilisation. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut revenir vers le vivant, vers les aliments vivants. Et la différence, elle est vraiment patente, elle est évidente
dans le seul fait de manger un légume vivant et de manger quelque chose de mort, mais on le sent déjà au goût. Notre organisme, en fait, il réagit. Quand reçoit du vivant, il est content, en fait, il reconnaît, il est chez lui. Et quand il reçoit du mort, ben voilà, faut épicer, faut saler, faut rajouter des trucs pour dissimuler le cadavre, quoi. Et c'est là un petit peu toute la raison d'être de la grande cuisine, c'est de mettre des sauces, des machins, des trucs, parce que tout ça est cuit et recuit. Et si on met pas plein de sauces et d'épices, si on relève pas, ça n'a plus de goût, quoi. Et donc revenir à un goût authentique, c'est revenir aux légumes crus, c'est retrouver cette authenticité, et ce qui fait que un jus cru, même s'il n'est pas sucré, on va l'aimer. Et c'est assez significatif quand on fait des dégustations, de voir un certain nombre de personnes qui ont le muset vraiment très sucré. On leur donne un jus carotte, orange, citron. C'est encore trop éloigné de ce que leur palais peut supporter. Et voilà. Et donc il y a une question d'éducation du palais et une question de retrouver ce vivant, en fait, retrouver l'authenticité du légume cru. Et le jus de légumes, je pense que c'est vraiment un outil formidable qui va permettre justement, dans un premier temps, avec les 20% de fruits, ce côté un petit peu plus doux, eh bien, il permet d'acculturer les gens aux légumes, à ce qu'il y a d'authentique, et puis surtout d'être une bombe nutritive, leur apporter tout ce qu'il faut en micronutriments pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la santé, quoi. C'est vraiment une solution vraiment idéale. Eh bien, merci beaucoup Bernard pour tous ces apports et ces compréhensions sur l'importance des jus de légumes. N'hésitez pas aussi dans les commentaires de la vidéo à partager vos témoignages, si vous avez testé, essayé, si vous avez ressenti des effets ou pas en consommant des jus de légumes. On va se retrouver rapidement autour d'un verre, je pense. Et puis à très bientôt. Merci encore. Pour une prochaine vidéo.